Le temps des dominations coloniales. L'essentiel du cours. La colonisation menée à partir des années 1880 par les puissances européennes, au premier rang desquelles la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, est un phénomène complexe. Interrogeons-nous en premier lieu sur les motivations des puissances colonisatrices. Celles-ci sont avant tout politiques et diplomatiques. L'Angleterre souhaite maintenir sa place de première puissance coloniale et maritime en limitant l'expansion des autres nations européennes. La France, elle, souhaite retrouver son prestige perdu à la suite de la guerre contre la Prusse en 1870. Les facteurs économiques ne doivent pas être négligés. Souvenez-vous qu'au XIXe siècle, l'Europe connaît une période d'industrialisation. Les Européens sont donc à la recherche à la fois de matières premières et de nouveaux débouchés pour écouler leur production industrielle. L'intervention des Européens s'explique également par la volonté de diffuser la civilisation et de christianiser un monde considéré comme païen. La colonisation prend des formes diverses. Prenons l'exemple de l'Empire français. En 1914, cet empire comprend l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Soudan, l'Indochine, mais toutes les colonies n'ont pas le même statut. Ainsi, l'Algérie, divisée en 3 départements, fait partie intégrante de la métropole. C'est une colonie de peuplement. Une importante population blanche y vit. La plupart des autres colonies sont des colonies d'exploitation. Elles sont dirigées de la métropole par l'intermédiaire d'un gouverneur. Dernier cas, celui de la Tunisie ou du Maroc sous protectorat. Chacun de ces pays a un gouvernement autochtone, mais subordonné à la métropole. Venons-en aux conséquences de cette domination coloniale. Elles sont largement négatives pour les populations colonisées. La colonisation s'est accompagnée de l'exploitation des populations locales, notamment par le travail forcé. Par ailleurs, l'économie coloniale a déstabilisé les économies locales. Les cultures d'exportation se sont faites au détriment des cultures vivrières nécessaires à la survie des populations. Parallèlement, les importations de produits industriels dans les colonies ont concurrencé fortement l'artisanat local. Du côté européen, la colonisation et notamment le partage de l'Afrique a entraîné l'accroissement des tensions entre puissances européennes rivales. On peut citer les crises qui ont opposé la France à l'Allemagne, au Maroc en 1905 et 1911. Ces rivalités expliquent en partie le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Pour finir, il est important d'évoquer les contestations qui apparaissent à la suite de l'expansion coloniale européenne dans les colonies et en métropole. L'apparition des premières contestations autochtones date de la fin du XIXe siècle. Elles sont surtout le fait des anciennes élites dépossédées de leur pouvoir. Les années 1930 marquent le passage de revendications bourgeoises et réformistes à des revendications populaires et indépendantistes. Ce nationalisme colonial est renforcé par l'action de leaders charismatiques, formés à la pensée occidentale, comme Nehru en Inde. Le rôle de l'influence communiste n'est pas à négliger, notamment au Vietnam avec Ho Chi Minh. Dans les métropoles, l'anticolonialisme naît avec l'impérialisme colonial. Dès les années 1880, des voix s'élèvent dans les métropoles pour critiquer l'expansion coloniale. Cette opposition se développe dans l'entre-deux-guerres, sous l'impulsion notamment du Parti communiste qui critique l'impérialisme capitaliste. Retenez ces idées clés. La colonisation européenne trouve ses racines dans le contexte politique, économique et idéologique de l'âge industriel. L'impérialisme colonial soulève très vite des oppositions, tant dans les colonies que dans les métropoles. Les revendications qui se développent durant la période de l'entre-deux-guerres annoncent la vague de décolonisation des années 1940-1970.
La décolonisation, l'essentiel du cours. La majorité des colonies des empires européens accèdent à l'indépendance dans les années 1940 à 1960. Quelles ont été les différentes voies d'accès à l'indépendance? Comment ont réagi les métropoles? Commençons tout d'abord par analyser les facteurs qui conduisent à la décolonisation. Celle-ci est liée à la montée des mouvements indépendantistes dans la première moitié du XXe siècle. En Inde, le parti du Congrès qui se structure autour des figures de Gandhi et Nehru réclame dès 1942, dans la résolution Quit India, le départ des Britanniques. Cependant, c'est le contexte international de l'après-guerre qui enclenche véritablement la décolonisation. La perte de prestige des puissances coloniales, la création de l'ONU et le poids des deux grands, États-Unis et URSS, sont autant de facteurs qui la rendent inéluctable. Le processus de décolonisation prend des formes variées, selon le cas pacifique ou violente. Le Royaume-Uni sait que l'indépendance de ses colonies est inéluctable. Il choisit donc d'accompagner le processus de manière à préserver des relations commerciales privilégiées avec ses anciennes colonies. L'indépendance de l'Inde et du Pakistan est proclamée dès juillet 1947. La France, quant à elle, reste très attachée à son empire colonial. En 1945, elle refuse de reconnaître l'indépendance du Vietnam et bascule dans une guerre de décolonisation, la guerre d'Indochine, qui dure jusqu'en 1954. Puis, elle se bat pour conserver l'Algérie française lors d'un conflit meurtrier de 1954 à 1962 qui s'achève avec l'indépendance de l'Algérie. Toutefois, il ne faut pas associer systématiquement la France à une décolonisation violente et l'Angleterre à un processus pacifique. En effet, l'indépendance du Kenya, colonie britannique, est marquée dans les années 1950 par le mouvement rebelle Mau Mau, alors que les colonies africaines françaises accèdent à l'indépendance de façon pacifique en 1960. Voyons maintenant les suites de la décolonisation. Après l'accession à l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, les Britanniques fondent le Commonwealth, qui associe le Royaume-Uni et ses anciennes colonies dans un cadre favorisant les relations commerciales. La France, elle, garde des liens étroits avec les anciennes colonies de l'AEF et de l'AOF. Mais l'indépendance algérienne, qui se déroule dans un contexte de quasi-guerre civile, attise le ressentiment tant des Français que des Algériens. Concluons. Après la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation marque la fin des empires coloniaux européens. La création de nouveaux États indépendants, tant en Afrique qu'en Asie, donne naissance à ce qu'on a appelé le tiers-monde. Une république, trois républiques. L'essentiel du cours. La Marseillaise, le drapeau tricolore, Marianne, la devise liberté, égalité, fraternité sont les symboles de la République française. Ils véhiculent des valeurs républicaines issues de la Révolution française que les Français se sont progressivement appropriées. Quels sont les fondements de la République française ? Quelle a été son évolution depuis la fin du XIXe siècle? Commençons par étudier l'enracinement de la culture républicaine en France à la fin du XIXe siècle. Quand, à partir de 1879, dans le cadre de la Troisième République, les républicains arrivent au pouvoir, ils mettent en place des lois qui garantissent les libertés publiques. Parmi ces lois, celle du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse permet un essor considérable de la presse d'opinion et la diffusion des idées républicaines sur tout le territoire.
Les républicains accordent une attention particulière à l'enseignement qu'ils souhaitent soustraire à l'influence de l'Église. Les lois de 1881-1882 instituent ainsi le principe d'une école gratuite, obligatoire et laïque. La crise due à l'affaire Dreyfus divise la société française en deux camps. Elle ne prend fin qu'avec la grâce de Dreyfus en 1899 et sa réhabilitation en 1906. Celle-ci marque aussi la victoire définitive des républicains. Alors qu'elles sont désormais acceptées par la majorité des Français, les valeurs républicaines sont remises en cause par l'occupation allemande et le régime de Vichy. Voyons comment, à travers la résistance, des Français ont défendu la République. La résistance rassemble les Français qui rejettent l'armistice du 22 juin 1940 et par là même la collaboration avec l'occupant nazi. Le général de Gaulle est le premier à faire acte de résistance lors de l'appel du 18 juin 1940. L'entrée des communistes dans la résistance en juin 1941, au moment de la rupture germano-soviétique, est un tournant décisif pour le mouvement. En vue de renforcer la légitimité du général de Gaulle, Jean Moulin crée en mai 1943 le Conseil national de la résistance. Le CNR annule les lois de Vichy et désigne de Gaulle comme chef de la résistance. Lors de la libération, le général est accueilli avec enthousiasme par la population française. Il devient le chef du gouvernement provisoire de la République française. S'impose alors l'impératif de refonder la République en rédigeant une nouvelle constitution. Par le double référendum d'octobre 1945, au suffrage universel, les Français se prononcent en faveur de l'élection d'une assemblée constituante, mettant ainsi fin à la Troisième République. Les trois partis dominants se retrouvent au pouvoir, c'est la naissance du tripartisme. Mais leurs conceptions de la République à venir sont opposées. La constitution de la Quatrième République est finalement adoptée le 13 octobre 1946 par référendum avec 53% de oui. Cette faible majorité ne permet pas à la Nouvelle République de s'appuyer sur un large soutien populaire. Par ailleurs, le tripartisme est bientôt menacé par des divergences croissantes entre le PCF et les autres partis. La Quatrième République se retrouve minée par l'instabilité ministérielle et son incapacité à résoudre, à partir de 1954, le problème algérien. C'est dans ce contexte que se fait le retour au pouvoir du général de Gaulle. De Gaulle charge Michel Debré, ministre de la Justice, de diriger la rédaction d'une nouvelle constitution qui est adoptée en septembre 1958. En décembre 1958, il est élu premier président de la Cinquième République avec 80% des voix. Comment caractériser cette nouvelle constitution qui est encore la nôtre aujourd'hui? En premier lieu par le renforcement de la séparation des pouvoirs et l'affirmation de l'autorité de l'État. L'objectif premier de Gaulle est de mettre fin au régime d'assemblée qui caractérise les Troisième et Quatrième Républiques et à son corollaire, l'instabilité ministérielle. Le poids du président de la République est ainsi considérablement renforcé. Il peut dissoudre l'Assemblée, consulter les Français par référendum, prendre les pleins pouvoirs. L'Assemblée nationale, elle, a un rôle purement législatif et budgétaire. Résumons notre propos. Héritées de la Révolution française, les valeurs républicaines ont encore besoin d'être consolidées au début de la Troisième République. Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, elles sont le refuge des résistants qui s'en inspirent pour construire la Quatrième République après la Libération. En 1958, la République change de forme, mais les valeurs républicaines restent le fondement de la nouvelle Constitution. C'est encore le cas plus de 60 ans après.